Je vous propose aujourd'hui une petite nouvelle de Horacio Quiroga, un écrivain uruguayen, issu du recueil de nouvelles Contes d'amour, de folie et de mort, écrit en 1917. Notre première cigarette. Aucune époque plus heureuse que celle que nous offrit, à Maria et à moi, notre tante avec sa mort. Lucia rentrait de Buenos Aires, où elle avait passé 3 mois. Et cette nuit-là, en allant nous coucher, nous entendîmes Lucia dire à maman: «Comme c'est bizarre, j'ai les paupières enflées.» Maman examina certainement les paupières de notre tante, car au bout d'un moment, elle répondit: «Oh, c'est vrai, tu ne sens rien?» «Non, j'ai sommeil.» Le lendemain, vers 2 heures de l'après-midi, nous notâmes soudain une violente agitation dans la maison. Portes ouvertes qu'on ne refermait pas, dialogue entrecoupé d'exclamations, visage effrayé. Lucia avait la variole, une forme hémorragique qu'elle avait contractée à Buenos Aires. Le drame, bien sûr, nous enthousiasma ma sœur et moi. Les enfants n'ont presque jamais la chance que les grandes choses se passent chez eux. Cette fois-ci, notre tante, notre tante justement, et elle avait la variole. Moi, garçon heureux, je pouvais déjà m'enorgueillir de l'amitié d'un agent de police et d'une rencontre avec un clown qui, sautant les gradins, était venu s'asseoir à côté de moi. Mais maintenant, le grand événement arrivait dans notre propre maison, et quand j'en parlais au premier enfant qui s'arrêta devant la porte de la rue pour regarder, il y avait déjà dans mes yeux cette vanité avec laquelle un enfant en grand deuil passe devant ses petits voisins, ahuris et envieux. Ce même après-midi, nous quittions notre maison pour nous installer dans la seule que nous pûmes trouver si précipitamment, une vieille villa des environs. Une sœur de maman, qui avait eu la variole dans son enfance, resta aux côtés de Lucia. Les premiers jours, maman eut sans doute de cruelles angoisses pour ses enfants qui avaient embrassé la malade. Mais nous, en revanche, transformés en furieux Robinson, nous n'avions pas le temps de nous souvenir de notre tante. Le verger dormait depuis longtemps dans une quiétude sombre et humide. Orangers blanchis de cochenilles, pêchers aux fourches fendues, cognaciers à l'aspect d'osier, figuiers rampant à force d'abandon, et ce tapis épais de feuilles mortes qui étouffait les pas, tout donnait l'impression saisissante d'un paradis. Nous n'étions pas précisément Adam et Ève, mais ça oui, des Robinson héroïques, entraînés dans leur exil par un malheur de famille, la mort de notre tante, survenue 4 jours après le début de notre exploration. Nous passions toutes nos journées à fureter dans le parc, malgré les figuiers dont les racines trop serrées nous inquiétaient un peu. Le puits aussi excitait notre intérêt géographique. C'était un vieux puits inachevé. Les travaux s'étaient arrêtés à 14 mètres sur une couche de pierre, et il disparaissait maintenant entre les fougères et les douradilles de ses murs. Il était cependant indispensable de l'explorer, et en guise de poste avancé, nous parvînmes avec d'infinies précautions à pousser jusqu'au bord une grande pierre. Comme le puits était caché par un massif de roseaux, la manœuvre put être accomplie à l'insu de maman. Cependant, Maria, dont l'aspiration poétique domina toujours nos entreprises, obtint que l'expérience fût retardée jusqu'à ce qu'une grande pluie, qui remplirait le puits à moitié, nous accordât une satisfaction artistique aussi bien que scientifique. Mais c'est surtout vers les roseaux que nous entraînaient nos assauts quotidiens. Il nous fallut 2 semaines entières pour explorer comme il se devait cet enchevêtrement de tiges vertes, tiges sèches, tiges verticales, de travers, cassées, pliées par terre.
Les feuilles mortes, arrêtées dans leur chute, s'enchevêtraient dans le massif qui remplissait l'air de brins et de poussière au moindre contact. Nous réussîmes pourtant à percer le mystère, et assis avec ma sœur dans la sombre tanière de quelque recoin, serrés l'un contre l'autre et muets dans la pénombre, nous jouissions des heures entières de la fierté de ne pas avoir peur. C'est là qu'un après-midi, honteux de notre peu d'initiative, nous inventâmes de fumer. Maman était veuve. Deux de ses sœurs vivaient habituellement avec nous, et à cette époque, un de ses frères, celui qui était justement arrivé de Buenos Aires avec Lucia. Saint-oncle de 20 ans, aussi élégant que présomptueux, s'était attribué sur nous une certaine autorité que maman, avec ses ennuis du moment et son manque de caractère, favorisait. Maria et moi avions tout aussitôt ressenti une très cordiale antipathie pour ce petit parâtre. Je t'assure, disait-il à maman, en nous désignant du menton, que je souhaiterais vivre toujours avec toi pour surveiller tes enfants. Ils vont te donner beaucoup de mal. Laisse-les, répondait maman fatiguée. Nous ne disions rien, mais nous nous regardions par-dessus la soupe. Nous avions donc volé un paquet de cigarettes à cet individu sévère. Nous étions bien tentés de nous initier sur le champ à la vertu virile, mais nous attendîmes l'instrument. Il s'agissait d'une pipe que j'avais fabriquée moi-même, un bout de roseau comme fourneau, une fine tringle à rideau comme tuyau, et, pour cimenter le tout, le mastic d'une vitre récemment réparée. La pipe était parfaite, grande, légère et de plusieurs couleurs. Nous la transportâmes, Maria et moi, dans notre repère entre les roseaux, avec une onction ferme et religieuse. 5 cigarettes y laissèrent leur tabac. Nous nous assîmes en levant les genoux, j'allumai la pipe et j'aspirai. Maria, qui dévorait mon acte des yeux, remarqua que les miens se remplissaient de larmes. Jamais on n'a vu ni ne verra chose plus abominable. Malgré tout, je déglutis ma salive nauséeuse. C'est bon? Demanda Maria alléchée en tendant la main. C'est bon, répondis-je, lui passant l'effroyable machine. Maria aspira encore plus fort. Moi qui l'observais attentivement, je remarquai à mon tour ses larmes et le mouvement simultané des lèvres, de la langue et de la gorge qui repoussaient cette chose. Mais elle eut plus de courage que moi. C'est bon, dit-elle, les yeux pleins de larmes, en faisant presque une grimace. Héroïque, elle porta à nouveau la tringle de bronze à ses lèvres. Il était urgent de la sauver. L'orgueil seul la précipitait de nouveau vers cette infernale fumée au goût de sel de Chanteau. Ce même orgueil qui m'avait fait lui louer la nauséabonde bouffée. Psst, dis-je brusquement en tendant l'oreille. On dirait le chardonneret de l'autre jour. Il doit avoir son nid par ici. Maria se dressa, laissant la pipe de côté, et l'oreille en alerte, le regard scrutateur, nous nous éloignâmes, apparemment désireux de voir le petit animal. Mais nous nous accrochions à cet honorable prétexte de mon invention, comme des moribonds, pour nous éloigner du tabac sans que notre orgueil eût à en souffrir. Un mois plus tard, je repris la pipe de roseau, mais avec un résultat tout différent. Après une de nos espiègleries, le jeune parâtre avait élevé la voix beaucoup plus durement que nous ne pouvions lui permettre, ma sœur et moi. Nous nous plaignîmes à maman. Bah, ne faites pas attention, répondit-elle, presque sans nous écouter. Il est comme ça. C'est qu'un jour, il finira par nous frapper, pleurnicha Maria. Pas si vous ne lui donnez pas une bonne raison. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Ajouta-t-elle en s'adressant à moi. Rien, maman, mais moi je ne veux pas qu'il me touche, objectai-je à mon tour. À cet instant, notre oncle entra. Ah, ton vaurien d'Eduardo est ici.
Il te donnera du fil à retordre, cet enfant. Tu verras. Ils se plaignent que tu veux les frapper. Moi, s'exclama le jeune parâtre en se contenant. Je n'y ai pas encore pensé. Mais s'il devait me manquer de respect. Et tu feras bien, acquiesça maman. Je ne veux pas qu'il me touche, répétai-je rouge de colère. Ce n'est pas papa. Mais à défaut de ton pauvre père, c'est ton oncle. Et puis, laissez-moi tranquille, conclut-elle en nous éloignant. Seule dans le jardin, Maria et moi échangeâmes un regard plein de feu et de morgue. Moi, personne ne me frappera, affirmai-je. Non, et moi non plus, renchérit-elle de son côté. C'est un idiot. Et comme toujours, tout à coup, l'inspiration vint à ma sœur, avec un rire furibond et un pas triomphal. Oncle Alfonso est un idiot, oncle Alfonso est un idiot. Quand un instant plus tard je tombai sur l'oncle en question, il me sembla à son regard qu'il nous avait entendus. Mais nous avions déjà mis au point l'histoire de la cigarette vengeresse, épithète tout à la gloire de la mule mode. La cigarette vengeresse consistait, dans ses grandes lignes, en un pétard enveloppé dans du papier à cigarette que l'on plaça dans l'étui que l'oncle Alfonso avait toujours sur sa table de chevet et qu'il ouvrait à la sieste. Un bout du pétard avait été coupé, ce qui limitait les risques pour le fumeur. Un violent jet d'étincelles était bien suffisant, et au fond, tout le succès de l'entreprise reposait sur l'espoir que notre oncle, à moitié endormi, ne se rendrait pas compte de la rigidité singulière de sa cigarette. Les choses se précipitent parfois d'une telle façon que le temps et le souffle manquent pour les raconter. Je sais seulement qu'un jour, à la sieste, le parâtre sortit comme une bombe de sa chambre et trouva maman dans la salle à manger. Ah, tu es là. Tu sais ce qu'ils ont fait. Je te jure que cette fois, ils se souviendront de moi. Alfonso. Quoi? Il ne manquait plus que tu t'y mettes. Si tu ne sais pas élever tes enfants, moi je vais le faire. En entendant la voix furieuse de mon oncle, moi qui m'occupais innocemment avec ma sœur à faire des raies sur la margelle du puits, je fis tout un détour pour rentrer par la seconde porte de la salle à manger et me cacher derrière maman. Notre parâtre me vit alors et se jeta sur moi. Je n'ai rien fait, criai-je. Attends un peu, gronda mon oncle en me courant après autour de la table. Alfonso, laisse-le. Après, je te le laisserai. Je ne veux pas qu'il me touche. Allons, Alfonso, tu as l'air d'un gamin. C'était bien la dernière chose à dire au jeune parâtre. Il lança un juron et ses jambes à ma poursuite, avec une telle rapidité qu'il fut sur le point de me rattraper. Mais à cet instant, je sortis comme une flèche par la porte ouverte et disparus en m'enfonçant dans le verger avec mon oncle aux trousses. En 5 secondes, nous passâmes comme une étoile filante entre les cognaciers, les orangers, les poiriers, et c'est à cet instant que jaillit, avec une limpidité terrible, l'idée du puits et de la pierre. Je ne veux pas qu'il me touche, criai-je encore. Attends un peu. Alors nous arrivâmes près des roseaux. Je vais me jeter dans le puits, hurlai-je pour que maman m'entende. C'est moi qui vais t'y jeter. Brusquement, je disparus dans les roseaux, en courant toujours. Je fis basculer la pierre exploratrice qui attendait la pluie, et je sautai sur le côté pour m'enfoncer dans les feuillages. L'oncle déboucha aussitôt, et en même temps, cessant de me voir, il entendait au fond du puits l'abominable vibration d'un corps qui s'écrase. Le parâtre s'arrêta blême. Il tourna de tous côtés ses yeux dilatés et s'approcha du puits. Il essaya de regarder dedans, mais les fougères l'en empêchaient. Il parut alors réfléchir, et après avoir attentivement observé le puits et ses abords, il commença à me chercher. Malheureusement pour moi,
comme il n'y avait pas longtemps que l'oncle Alfonso avait lui-même cessé de se cacher pour éviter les corps à corps avec ses parents, il conservait encore un souvenir très frais des stratagèmes d'usage, et il fit tout ce qu'il était possible de faire pour me trouver. Il découvrit tout de suite ma tanière. C'est là qu'il revenait toujours judicieusement, avec un flair admirable. Mais outre que le feuillage antédiluvien me cachait complètement, le bruit de mon corps s'écrasant obsédait mon oncle qui, par conséquent, ne cherchait pas bien. Il fut donc admis que je gisais au fond du puits, ce qui fut le début de ce que nous pourrions appeler ma vengeance posthume. Les choses étaient très claires. Avec quelle tête mon oncle annoncerait-il à maman que je m'étais suicidé pour éviter ses coups? 10 minutes passèrent. Alfonso! La voix de maman retentit soudain dans le jardin. Mercédès? Répondit-il avec un vif sursaut. Maman avait certainement pressenti quelque chose, parce que sa voix retentit à nouveau altérée. Et Eduardo? Où est-il? Ajouta-t-elle en avançant. Ici, avec moi, répondit-il en riant. Nous avons fait la paix. Comme de loin, maman ne pouvait pas voir sa pâleur, ni la grimace ridicule qui, pour lui, voulait être un sourire béat, tout se passa bien. Tu ne l'as pas frappé, n'est-ce pas? Insista maman. Non, ce n'était qu'une plaisanterie. Maman rentra. Une plaisanterie. Une plaisanterie qui commençait à devenir la mienne pour le petit parâtre. Cécilia, la sœur aînée de ma mère, qui avait achevé sa sieste, traversa le jardin et Alfonso l'appela d'un geste de la main. Quelques instants plus tard, Cécilia lançait un « Oh !» étouffé en levant les mains à sa tête. « Mais comment? Quelle horreur! Pauvre Mercédès! Quel coup! » Il fallait trouver une solution avant que Mercédès ne se rendît compte. Me sortir du puits encore en vie? Le puits avait 14 mètres de profondeur sur de la roche vive. Peut-être, qui sait. Mais alors, il faudrait des cordes, des hommes, et Mercédès. Pauvre mère, répétait ma tante. Il convient de dire que pour moi, le petit héros, martyr atteint dans sa dignité corporelle, il n'y eut pas une seule larme. Maman accaparait toutes les envolées de cette douleur, à laquelle il sacrifiait la mince chance qui me restait d'être encore en vie, là en bas. Ce qui, en blessant ma double vanité de mort et de vivant, raviva ma soif de vengeance. 1 heure plus tard, maman redemanda où j'étais, et Cécilia lui répondit avec si peu de diplomatie que maman eut aussitôt la certitude d'une catastrophe. « Eduardo, mon fils !» s'exclama-t-elle en s'arrachant des mains de sa sœur qui prétendait la retenir, et elle se précipita dans le verger. « Mercédès, je te jure que non, il est sorti. Mon fils, Alfonso !» Alfonso courut à sa rencontre et l'arrêta en voyant qu'elle se dirigeait vers le puits. Maman ne pensait à rien de précis, mais en voyant le geste horrifié de son frère, elle se souvint alors de mes cris 1 heure plus tôt et lança un hurlement épouvantable. « Mon Dieu, mon fils, il s'est tué. Laisse-moi, mon fils Alfonso, tu me l'as tué. » Ils ramenèrent maman sans connaissance. Son désespoir ne m'avait pas ému le moins du monde, puisque moi, sa seule cause, j'étais en fait vivant et bien vivant, et que je jouais simplement, à 8 ans, avec l'émotion à la manière des grands qui nous réservent des surprises semi-tragiques. Quelle joie pour elle quand elle me reverra! Pendant ce temps, je savourais l'intime jouissance de l'échec de mon oncle. Me frapper, marmottai-je toujours sous les feuillages. Alors je me levai prudemment, je m'accroupis,
et prit la pipe bien à l'abri entre les feuilles. C'était le moment de consacrer tout mon sérieux à achever cette pipe. La fumée de ce tabac, humidifié, séché, et encore humidifié, et séché, un nombre infini de fois, avait à ce moment-là un goût de piment, d'élixir de coire et de sulfate de soude, beaucoup plus agréable que la première fois. Je me lançai cependant dans une tâche que je savais dure, le sourcil froncé et les dents crispées sur le tuyau. J'ai dû fumer, je voudrais le croire, le quart de la pipe. Je me souviens seulement qu'à la fin, les roseaux devinrent complètement bleus et commencèrent à danser à deux doigts de mes yeux. Deux ou trois marteaux de chaque côté du crâne commencèrent à me défoncer les tempes, tandis que mon estomac, installé au milieu de ma bouche, aspirait lui-même directement les dernières bouffées. Je revins à moi quand on me porta dans les bras à la maison. Bien que je fusse horriblement malade, j'eus le tact de rester endormi, par précaution. J'ai senti maman et ses bras délirants qui me secouaient. Mon fils chéri, Eduardo, mon fils, ah, Alfonso, jamais je ne te pardonnerai la douleur que tu m'as causée. Mais voyons, lui disait sa sœur aînée, ne sois pas folle, Mercedes. Tu vois bien qu'il n'a rien. Ah, répondit maman en portant ses mains à son cœur dans un soupir sans fin. Oui, c'est fini. Mais dis-moi, Alfonso, comment a-t-il pu ne rien se faire? Ce puits, oh mon Dieu! Le parâtre, à son tour ébranlé, parla vaguement d'éboulement, de terre molle, préférant remettre à un moment de plus grand calme l'explication véritable, tandis que ma pauvre maman ne prêtait aucune attention aux horribles relents de tabac qu'exhalait son suicidé. J'ouvris enfin les yeux, je souris et me rendormis, d'un sommeil honnête et profond cette fois-ci. Tard déjà, l'oncle Alfonso me réveilla. Tu sais ce que tu mériterais qu'on te fasse, me dit-il d'une fusante rancœur. Attends un peu demain, je raconterai tout à ta mère, et tu verras alors ce que c'est qu'une plaisanterie. Je voyais encore assez mal. Les choses dansaient un peu, et mon estomac adhérait toujours à ma gorge. Malgré tout, je répondis. Si tu dis un mot à maman, je te jure que cette fois, je me jette. Les yeux d'un jeune suicidé qui a fumé héroïquement sa pipe exprimeraient-ils un courage désespéré? Peut-être bien que oui. De toute façon, le parâtre, après m'avoir regardé fixement, haussa les épaules et releva sur mon cou le drap qui avait un peu glissé. Je crois que je ferais mieux d'être l'ami de ce microbe, murmura-t-il. Je le crois aussi, répondis-je, et je m'endormis.